Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Et oui, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on l'attendait celui-ci, hein. C'était la suite de Santini de Riol sur les pierres magiques. Alors, nous en étions à la Crapaudine, encore un nom tiré de nulle part. Pour ceux qui nous rejoignent, juste un petit mot, je prends 30 secondes. Allez sur la première partie du livre, car là nous en sommes à la troisième partie. Donc la première partie se trouve dans la playlist. Donc si vous tombez ici par hasard, en ayant tapé Santini de Riol, sachez qu'il y a une première, une seconde partie. Là, nous sommes en train de lire la troisième partie du livre. Voilà. Et pour tous ceux qui me suivent depuis le début, je vous rappelle aussi ici, si vous n'écoutez pas les autres livres que je suis en train de faire en ce moment, que vous avez l'espace membre qui s'est ouvert. J'ai mis le prix le plus réduit possible. Le but était de filtrer un petit peu l'accès. Dans le sens où j'avais pas trop envie, en tout cas c'est ma responsabilité, moi de mon côté sur ma chaîne, je n'avais pas envie que les gens tombent dessus un peu par hasard, puisque dans cet espace membre, on aura des lectures de livres ésotériques anciens un peu plus avancés, notamment le Dogme et rituel de haute magie, par Eliphas Lévy et Stanislas de Gaïta qui sont en parallèle, et prévu plus tard la chiromancie de Papus et l'étude des lettres hébraïques, pareil de Papus. Et j'avais pas envie que quelqu'un tombe en plein milieu comme ça d'une lecture un peu par hasard, parce qu'on sait que sur Stanislas de Gaïta et Lévy c'est un peu complexe. On a encore, d'ailleurs j'ai reçu récemment un commentaire en ce qui concerne un des deux auteurs que j'ai dû malheureusement, enfin non pas malheureusement, il a fallu l'effacer parce que sinon je me serais fait striker ma chaîne. Puisque forcément quelqu'un qui n'a pas lu le livre va juger de suite le titre. Or, au contraire, ces livres étaient faits pour prendre connaissance de choses effectivement, de ce qui se passe sur les mondes invisibles, mais plutôt démoniaques, mais pas pour la pratique, pour vraiment la reconnaissance et pour pouvoir justement agir contre. Faut pas oublier, comme je le dis souvent, que Stanislas de Gaïta est mort car il a étudié toute sa vie en pensant, enfin en ayant trouvé justement que le mal entre guillemets arrivait sur la terre, et toute sa vie il a étudié pour essayer de trouver une solution pour aller contre ça. Et d'ailleurs il est mort très jeune de fatigue. Voilà, donc et Eliphas Lévy c'est pareil, ce sont des travaux pour, faut pas oublier qu'il était abbé, et que ce sont des travaux pour justement étudier ça et ne pas l'ignorer, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque la chrétienté ignorait ce domaine-là, c'est-à-dire pour elle il n'y avait que Dieu, point. Et d'autres ont travaillé pour dire non, il n'y a pas que Dieu, il y a d'autres choses, et il serait bien qu'on connaisse un peu notre ennemi. Et donc ces livres-là parlent en ce sens. Mais sauf que quand on voit les titres, c'est pas ce qu'on comprend. Pourtant, dès le début, dans l'avant-propos, c'est bien stipulé, et c'est bien expliqué. Donc, sinon déjà pour l'époque, Eliphas Lévy aurait été, en tant qu'abbé constant, aurait déjà été radié de son statut, surtout à l'époque. Donc, tout ça pour vous dire, oui, je me suis un petit peu étalée, donc l'ouverture de l'espace membre a eu lieu. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez avoir accès à ce type de lecture. Attention, ce sont des niveaux avancés, c'est assez costaud. Ici, on est sur les pierres, c'est encore un petit peu différent, on est sur le domaine un peu magie, un peu... Là, on voit bien que sur ce livre, c'est finalement plus... c'est pas quelqu'un qui a écrit vraiment un bouquin, si au début on le voit, mais là, tout simplement, l'auteur clairement a fait que reprendre à droite à gauche ce qu'il a retrouvé sur les pierres. Bon, ce qui est pas plus mal, d'avoir un genre de glossaire qui réunit un petit peu tout. À l'époque, c'était pas toujours évident d'avoir accès comme aujourd'hui, on passait pas sur l'intelligence artificielle et hop, ça nous donnait tout. Je vous avoue qu'ici, ça m'a pas mal aidé, notamment donc là pour par exemple la Crapaudine. Donc c'est une nouvelle pierre du livre, hein, donc on prend la suite, Crapaudine, juste avant le cristal, et pareil, encore une fois, vous qui avez écouté les deux premières parties, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, hein? Crapaudine, c'est quoi? Et heureusement, l'intelligence artificielle est là pour m'aider, là je suis désolée, mais au moins ça nous donne des renseignements, et je voulais pas vous laisser comme ça, juste vous donner les mots et débrouillez-vous. Si déjà on fait ces lectures, c'est aussi pour que vous... voilà, vous ayez des éléments complémentaires, sinon, oui, autant avoir des éléments en plus et je fasse un peu le boulot. Alors, Crapaudine, prochaine pierre, se trouve dans la tête du crapaud.
elle est bonne pour les maléfices, voyez pierre du crapaud. Et ça, c'est signé Porta. Alors, ce qu'on nous dit, d'après Wikipédia, donc la crapaudine était considérée comme une des pierres semi-précieuses issues de la fossilisation d'une dent de poisson, par exemple du genre l'épidote. Et là ensuite on dit, on a une autre donnée qui dit, on croyait autrefois qu'elle provenait réellement de la tête des crapauds et qu'elle pouvait changer de couleur ou suer en présence de poissons, suer entre guillemets, un usage prophylactique contre les empoisonnements. Vous voyez, c'est intéressant. Mais on sait toujours pas, on sait que c'est un fossile, mais bon, voilà. Ensuite, enfin, le cristal. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses là. Le cristal. Si vous voulez allumer une flamme sans avoir besoin d'un premier tison enflammé, déposez cette pierre sur des morceaux de bois arides et secs. Aussitôt, le soleil dardant sur la face opposée, elle laissera échapper un petit rayon. Dès qu'il aura atteint la matière sèche, qu'il doit lui servir d'aliment, il en sortira d'abord de la fumée, puis un feu léger, puis une grande flamme. Bien entendu, le cristal étant lui-même utilisé aussi pour sa réfringence, bien évidemment, il va aussi se comporter un petit peu comme du verre, mais pas exactement pareil. Mais en tout cas, voilà, il va rediriger le rayon et bien sûr, le feu aura lieu puisqu'il y a une transparence avec passage du rayon et amplification. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Les anciens appelaient cela le feu sacré. Et moi, je crois qu'aucune flamme ne peut allumer les sacrifices avec plus de joie pour les immortels. J'ajoute encore cette qualité merveilleuse du cristal, quoique auteur de cette flamme, qui ainsi aura subitement jailli de ce feu, qui sera de suite refroidi et pourra être touché impunément. Appliqué sur les reins, il en guérit les douleurs. Donc ça, c'est signé Orphée, et il y a une petite annotation. Vous voyez, ça aussi, c'est bien par rapport au livre en voie de synthèse, il y a pas vraiment les petites annotations. Quand il y en a beaucoup, il n'y en a pas toujours. Il s'agit bien entendu du cristal de roche que les anciens croyaient être de l'eau transformée en pierre transparente par congélation excessive, comme le dit Pline plus bas. Donc là, justement, on va venir à Pline. L'extrême force de la congélation a donné naissance au cristal. On sait pas, il vous sort ça comme ça, quoi. Le plus gros bloc que nous ayons vu est celui de Livia Augusta Dedia dans le Capitole. Il pèse 50 livres environ. J'ai vu des médecins dire que lorsqu'il faut cautériser le corps humain, le meilleur instrument serait une boule, entre parenthèses lentille, de cristal exposée directement aux rayons solaires. Juste avant, il vient de dire que ça met le feu, hein. Cautériser, faudrait voir. Hein. Donc, Pline, c'est pas toujours terrible. Hein. Ensuite, alors là, ça va être Claudien épigramme 7. Ne méprisez pas ce bloc de cristal. Les palais des rois n'ont rien d'aussi beau. Ils ne cèdent pas aux perles de la mer Rouge. Cette glace est brute, cette pierre informe sans grâce, et pourtant on la compte en nombre des plus rares trésors. Ensuite, toujours Claudien épigramme 6. Sur un cristal qui renfermerait une goutte d'eau, ce morceau de glace renferme des traces de sa première nature. Une partie s'est pétrifiée, l'autre a résisté au froid. C'est un jeu à un caprice divers, plus précieux par sa cristallisation imparfaite. Ce diamant s'enorgueillit de renfermer une onde mobile. Une onde mobile. Si quelqu'un a une idée là-dessus, ça m'intéresse. Je vous relis la phrase. Alors, plus précieux par sa cristallisation imparfaite, ce diamant s'enorgueillit de renfermer une onde mobile. Allez-y sur les commentaires, ça m'intéresse, ou même si vous voulez m'écrire directement, pourquoi une onde mobile dans un cristal? Merci. Ensuite, même sujet, donc toujours Claudien, épigramme cette fois-ci, 7 toujours. Goutte d'eau qui, dans votre prison de glace, retenez votre sueur captive, dont une partie est liquide encore, dont l'autre a cessé de l'être, quelle puissance vous a enchaîné? Par quel art le froid a-t-il pu te glacer et te liquéfier en même temps, bloc merveilleux? Quelle chaleur secrète
dans ton sein les eaux, quelle chaleur secrète met dans ton sein les eaux à l'abri de l'Aquilon. Quel zéphyr a pu fondre cette glace intérieure? Dans quel réduit ce diamant qu'agite une chaleur cachée a-t-il en se glaçant contracté sa dureté de la pierre? Alors, dans quel réduit ce diamant qu'agite une chaleur cachée a-t-il en se glaçant contracté la durée de la pierre et conservé la fluidité de l'eau? Oui, je m'excuse, il y avait un point en plein milieu de la phrase, donc ça m'a un peu perturbé. Ensuite, toujours Claudien, Anthologie grecque, livre 7, paragraphe 753. Sur une sphère céleste en cristal, pleine d'eau. Vous avez vu glace, eau, cristal, hein? Ce globe de glace, actuellement cristal, façonné par un artiste habile, représente l'image diaprée du pur éther, le ciel tout entier, enveloppant la mer aux vagues retentissantes. Ensuite, le cristal, qui est tenu pour pierre précieuse très claire et très belle, est fait de substances d'eau, et seul entre les pierres ne tient ni procède d'aucun métal, si ce n'est l'argent. Cette pierre, entre parenthèses, entre autres vertus, fait cesser l'altération à ceux qui ont la fiébure. Alors fiébure, je pense que ça doit être la fièvre, étant mis sous la langue. On met un cristal sous la langue, ça enlève la fièvre. Les étoiles Pléiades, qui sont lunaires et martiales, ont siennerie sur le cristal, qui au reste, alors, réjouissent, excusez-moi parce que c'est en vieux français, et réconforte, je pense que c'est réjouissent et réconforte grandement la vue, alors là je sais pas du tout, la vue lacée. Je sais pas ce que c'est. C'est signé Jean de la Taille. Portez bien son nom. Pour quelqu'un qui aime les minéraux. Et là, je suis désolée, ce mot-là, ça s'écrit V-E-U-E, deux petits points en tréma. V-E-U-E tréma. Ensuite, là on a Robert de Bergen. Le cristal de roche sert à estreindre la soif des toujours vieux français, fébricitants. Il remédie à la dysenterie. Il est propre contre la pierre. Pendu au col, il dissipe les songes et empêche les vertiges. Donc dissipe les songes. Pourtant, les songes, c'est quand même les rêves, et le cristal, à la base, aide bien les rêves. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on le sait, un cristal, c'est pierre de santé, et surtout catalyseur, pierre qui amplifie, normalement, tout. C'est vrai que quand on travaille avec, moi, j'ai toujours su que le cristal, quand vous le prenez, vous avez intérêt à être en bon état psychologique aussi, parce que c'est un amplificateur. Donc ça va être assez intéressant quand vous l'avez. Pierre de la mémoire aussi, dans le sens où beaucoup de travaux, vous avez Hewlett-Packard qui a créé les 2 disques durs en cristal, dont un, je crois, a été envoyé sur une des voitures de Elon Musk, vous savez, vers Mars, enfin avec ce fameux disque et une donnée donc concernant toutes les données de la Terre, avec, je sais pas, il y avait une voiture avec un robot dedans qu'il a envoyé, donc il y a un des disques en cristal qui est à l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez suivre les travaux de Hewlett-Packard qui disait que un petit disque pouvait contenir, mais je sais plus combien de données, mais c'est assez extraordinaire. Le seul problème, c'est la vitesse de gravure. Et c'est pour ça que finalement, c'est pas allé au bout. On a aussi toutes les épopées du crâne de cristal qui finalement peuvent faire comprendre effectivement une connexion, qui peuvent également faire penser aussi que sur le cristal, bien sûr, oui, la connexion et la mémoire des données, on a les fameux crânes qui peut-être un jour auront des données concernant notre planète, et on a également aussi sur le cristal, tout ce qui est cristal Vogel. Je vous encourage à suivre aussi ces travaux sur le cristal Vogel avec les fameuses faces, je sais plus si c'est 12, 24... 36 faces, donc qui permettent justement d'augmenter le pouvoir du cristal, étant donné que si on sous-entend, alors je vais pas tout vous expliquer, mais si on sous-entend que le cristal absorbe de l'énergie par ses faces, en général plutôt 6, rarement 7, mais plutôt 6, il est parti du fait que si on multiplie le nombre de facettes, il va absorber plus d'énergie et ressortir plus d'énergie.
Voilà. Alors, là, c'est très vulgarisé. Pardonnez-moi pour ceux qui sont à fond sur le cristal Vogel. Je n'ai pas lu le livre en entier, je me suis juste un peu instruite et c'est ce que j'ai compris. Ensuite, pour le cristal, on va avoir aussi tout ce qui est cristal lémurien, qui est plutôt un cristal qui va être plutôt destiné à tout ce qui est mémoire antérieure. Il faut savoir qu'il y a seulement une ou deux mines, je crois, au Brésil. Je sais plus si c'est au Brésil ou dans le sud des États-Unis. Je sais plus je sais plus du tout où c'était exactement. Et puis, on peut aussi en revenir au diamant d'Herkimer, tout simplement, un cristal qui est un petit peu particulier, qui est trouvé principalement dans la mine de New York. Je crois qu'il y a 2 ou 3 mines seulement, qui actuellement, aujourd'hui, de toute façon, sont épuisées. Herkimer qui serait 1000 fois plus puissant, ou 10 000 fois plus puissant, enfin en tout cas énormément. Et il se trouve que on retrouve du diamant d'Herkimer maintenant. Il y a des nouveaux réseaux qui sont disponibles au niveau du Pakistan. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver des Herkimer au niveau du Pakistan. Alors ils sont plus ou moins purs, mais ils sont moins purs que ceux de New York, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils contiennent pour la plupart des traces de pétrole et également des traces de tourmaline à l'intérieur. Ça on l'avait déjà dans le Herkimer de New York, mais à petite dose. Là on va l'avoir plutôt à grande dose. Donc surtout les traces de pétrole, ce qui fait que quand vous passez la pierre à la lumière bleue, vous allez avoir une fluorescence qui va se dégager au niveau des zones de pétrole. Et c'est assez impressionnant. Franchement, c'est assez impressionnant. Et lorsque vous passez le cristal Herkimer à la lumière bleue, vous avez un reflet violacé qui est tout à fait normal. Par contre, quand vous passez un Herkimer pakistanais, on a ces traces qui vont ressortir et surtout il n'y aura pas de côté violacé. En ce qui concerne la pierre, on aura plutôt une teinte bleutée. Due justement à la pierre bleutée sur un fond un peu plus translucide. Donc voilà pour le cristal. J'ai dû oublier aussi des petites choses. Il y avait encore pas mal de choses, donc composition essentiellement silice. Et bien sûr, cristal de roche et cristal. L'appellation cristal de roche est uniquement désignée pour le cristal qui est naturel, qui sort de la terre. Et l'appellation cristal simple peut être utilisée pour tout ce qui est cristal dark. On se dira bien que la formule du cristal, c'est du verre plus du plomb. Et ça donne du cristal. D'où des bols de cristal. Certaines personnes pensent que c'est taillé dans un bloc. Je vous assure, mes amis, que si c'était taillé d'un bloc, un bol de cristal, on n'en trouverait pas à 200, 300 euros, voire même peut-être 500 en France plus, mais ce sont plutôt des cristaux de synthèse, les bols qui sortent dans ces prix-là, et même les transparents. Et bien sûr, donc certains bijoux en cristal, vous connaissez Cristal Dark, on a aussi Swarovski, c'est du cristal de synthèse, donc c'est du vrai cristal chimiquement, donc c'est une pierre, une vraie pierre, c'est pas une fausse pierre, la différence, hein. Fausse pierre, ça veut dire du verre, de la résine, et par contre une pierre de synthèse, la pierre de synthèse, ce sera une vraie pierre, mais au lieu d'avoir poussé dans le sol, elle aura poussé dans un laboratoire. Ok ? Donc voilà pour le cristal. Ensuite, on va avoir encore autre chose. Alors, le Criphius. Je crois qu'on va en avoir plein comme ça, je suis absolument désolée. Criphius. On trouve au mont Ida une pierre nommée Criphius, qui ne se voit que pendant la célébration des mystères des dieux au rapport d'Héraclide de Sicyone dans son 2e livre sur les pierres. Donc ça c'était Plutarque. Alors je vous rappelle encore une fois que au niveau de la nomenclature, parce que ça fait quelque temps que vous m'avez peut-être pas écouté, sauf pour ceux qui écoutent d'affilée, donc qu'au niveau de la nomenclature mondiale, elle a été faite uniquement dans les années 2000. Donc c'est pour ça qu'avant cette date, même voire bien avant, Moyen-Âge et autres, ils communiquaient pas et ils n'avaient pas établi un ordre en disant ça c'est telle pierre, ça c'est telle pierre, ça c'est telle pierre. Alors, donc ce qu'il y a, c'est que par rapport à ça, au niveau de cette pierre, j'ai un petit peu cherché et il se trouve que le Criphius est une pierre mythique, entre parenthèses ou rituelle,
mentionné par Héraclide ou Sicyone et rapporté par des textes attribués à Plutarque. Donc il est visible uniquement lors des mystères religieux, cela suggère une fonction symbolique ou initiatique plutôt qu'un intérêt scientifique. Et donc on n'a pas de description précise sur la composition, la couleur, le lieu exact, véritablement, même s'il là il le donne, mais on n'a pas le lieu exact, et elle révèle de la tradition des lapidaires antiques. Donc là, c'est une pierre mythique, donc il n'y a pas de données, il n'y a pas de traces sur cette pierre a priori. Donc c'est bien dommage, parce que justement, on aurait pu peut-être faire une corrélation. Ensuite, la cyanose, voire lapis-lazuli. Oh, un mot qu'on connaît enfin. En même temps, le lapis-lazuli, sumérien, donc celui-là, c'est comme le cristal. Hein. Ensuite, cylindre. On trouve sur le mont Cronus une pierre qui, pour la raison que je vais dire, est appelée cylindre. Toutes les fois que Jupiter éclaire ou tonne, cette pierre roule du haut de la montagne en bas au rapport de Persile dans le premier livre de son traité des pierres, donc toujours Plutarque. Il l'aime bien, mais je me demande si ça vaut le coup parce que c'est vraiment trop ancien. Et donc là, il met le mot grec, voilà, d'où vient le mot cylindre. En fait, c'était surtout rouler. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, toujours pour Plutarque, ce qu'on me donne, c'est plutôt que ça pourrait être un galet ou un bloc cylindrique de calcaire compact, conglomérat ou basalte, phénomène de roulis lié aux pluies ou aux vibrations. Donc voilà, on n'a pas d'éléments vraiment complémentaires, on est encore un peu perdu. On a le Sinoedus, pierre noire spéciale, essentiellement érotique. Et là, c'est signé Hermès, Trismégiste. Alors, allons voir pour ça. A priori, par rapport à l'époque, parce qu'il n'a rien à voir aujourd'hui, on serait plutôt soit sur de l'onyx noir ou de l'hématite noire, enfin l'hématite, mais qui est poussée noire. C'est l'hématite, tout simplement. Donc, a priori, à l'époque, ce sont des pierres qui étaient connues pour être travaillées dans le monde gréco-romain, donc ça allait avec Trismégiste, et elles étaient déjà utilisées pour des talismans érotiques ou liés à l'attraction physique. Leur aspect sombre et poli correspond à la description. A priori, on serait bien. Alors, j'utilise une nouvelle version d'intelligence artificielle, et honnêtement, je vous avoue que c'est pas mal du tout. En tout cas, pour ce bouquin, ça m'est bien utile et c'est bien utile pour nous tous. Et vous voyez comme quoi l'hématite au départ, c'était plutôt pour la circulation, l'énergie. C'est vrai que ça c'est pas... Pourquoi pas ? Parce que l'onyx, c'est plutôt on serait parti plus beaucoup sur la gestion d'émotions, pierre du deuil, pierre neutralisante, ce genre de choses. Faudrait voir. On continue avec Daphne. La Daphne, selon Zoroastre, est bonne contre l'épilepsie. C'est signé Pline. Donc on va aller voir ça. Alors, pour celle-ci, je vous lis directement la conclusion, je me rappelle tout le reste. Donc a priori, pour la Daphne, ça pourrait correspondre peut-être soit à une pierre verte translucide type jadéite ou chrysoprase, choisie pour rappeler la feuille de laurier, puisque la feuille de laurier a été utilisée en décoction, fumigation, pour protéger contre les crises et purifier l'esprit. Soit une pierre tendre et mate type serpentine. Jadéite et serpentine, on n'est pas loin dans la famille. Serpentine et jade, c'est quasiment la même famille. Ou, enfin c'est pas la même exactement, mais on n'est pas loin. Ou stéatite. Vous savez, stéatite, on a beaucoup d'animaux en stéatite, c'est un petit peu comme du marbre, ça ressemble à ça. Courante dans les régions méditerranéennes, pourquoi pas. Et symboliquement associée au laurier, plante médicinale, utilisée contre l'épilepsie. Donc on serait plutôt sur ce type de pierre-là. On continue. Bon, on a la dendrite, ça c'est agate arborescente, agate dendritique aussi, bon ça on va pas... On l'a eu au début. Le diamant, waouh, alors là attention, accrochez-vous, il y a beaucoup de choses. Alors là déjà, Pline. À la tête, non seulement des pierreries, mais de toutes les richesses humaines, figure le diamant, que longtemps les rois seuls et peu de rois connurent. Il dit bien peu de rois, moi je pensais que c'était connu un peu partout, mais non.
Comme il ne se trouvait que dans les mines d'or et en très petite quantité, on en avait conclu qu'il n'accompagnait que l'or et ne naissait que dans son sein. On en connaît aujourd'hui 6 espèces. On les éprouve sur l'enclume et ils résistent si bien au coup que le fer rebondit de part et d'autre et que souvent l'enclume se fend. En effet, la dureté du diamant passe toute idée. Alors, je m'arrête ici juste pour dire, bien sûr, le diamant fait partie des quatre pierres précieuses. Donc, diamant, rubis, émeraude et saphir. Et donc, sur l'échelle de dureté, le diamant est supérieur. Alors, j'ai appris récemment par un de mes clients que, a priori, il y aurait une autre forme de pierre proche du diamant qui aurait été trouvée, qui serait, a priori, bien plus dur que le diamant encore. Je ne sais plus ce que c'est. Et là, je vais vous laisser chercher vous-même. Et a priori, ce serait peut-être comme de la synthèse. Donc voilà, c'est juste pour en parler. Il est d'ailleurs inaltérable au feu et ne s'échauffe jamais. C'est de cette force indomptée que lui vient le nom grec d'Adamas. Et là, il met entre parenthèses l'indomptable. Cette force de résistance qui brave les deux puissances les plus énergétiques de la nature, le fer et le feu, cède au sang du bouc. On l'y fait tremper lorsque le sang est frais et chaud. Oh, c'est vraiment gore à l'époque. Encore faut-il bien des coups en sus pour l'accomplir, pour l'assouplir. Marteau et enclume, fussent-ils excellents, se brisent souvent dans l'entreprise. Le diamant a une telle antipathie pour l'aimant que, alors diamant et aimant apparemment ça va pas ensemble, que placé près de lui, il empêche le fer de se porter à sa surface, ou bien l'en détache et le fait tomber. Alors là, il met, voyez en description, voyez plus haut, l'article sur l'aimant. Donc le diamant a une telle empathie pour l'aimant que placé près de lui, il empêche le fer de se porter à sa surface, ou bien l'en détache et le fait tomber. De plus, il rend nul l'effet du poison, dissipe les accès de folie et livre des vaines frayeurs. Ainsi l'a-t-on appelé eunacite. Alors ensuite, une des propriétés du diamant, c'est de rompre les pierres contre lesquelles on le met en contact en le pressant. Oui, c'est-à-dire qu'on va utiliser le diamant pour casser d'autres pierres. Il s'agit de même, oui, et d'ailleurs on l'utilise, le diamant pour, en fin de compte, je vais vous expliquer ça, c'est qu'en fait vous avez, pour tester la dureté d'une pierre, si l'une est plus dure que l'autre, il suffit de rayer l'une avec l'autre. C'est tout bête. Mais ça indique l'indice de dureté en fin de compte. Et justement, le diamant, il peut pas être rayé. Donc, mais le diamant va rayer. Et après, pareil, en minéralogie ou autre, des fois, quand vous voulez un petit peu vérifier et que vous n'avez pas trop de... Bon, maintenant, on se fait ça autrement. Mais parfois, vous pouvez prendre deux pierres, et puis s'il y en a une qui raye l'autre et l'autre non, c'est qu'il y en a un qui est plus dur. Mais c'est de la logique, Mais ça se faisait. Il agit de même sur tous les corps de la nature de la pierre, à l'exception du plomb. Ce métal l'attaque et le dompte, alors qu'il résiste au feu. Alors attendez, hop, et au fer, il se laisse rompre par le plomb. Et c'est le moyen que l'on emploie pour le pulvériser. Alors ça, le plomb permet de pulvériser le diamant. D'accord, faudra vérifier comme ça. On ajuste ces fragments à l'extrémité des tarières de fer et l'on parvint ainsi à perforer les pierres, les rubis et les perles. Oui, puisque les rubis viennent juste après, le diamant. Le diamant, mis dans la bouche, brise les dents. Bah ouais, tu m'étonnes. Là, c'est signé Ibn el-Bettar, médecin hispano-arabe. Oui, tu m'étonnes. Quelle idée, voyons, mettre un diamant. N'empêche que plus de caries, hop, des dents en diamant, et puis hop, on a des dents parfaites. Ça bouge plus. Inaltérable. Bah voilà, on a trouvé une solution. Alors ici, on a quelque chose du petit Albert. Recette pour l'amour. Ayez une bague d'or garnie d'un petit diamant
qui n'ait point été portée depuis qu'elle est sortie des mains de l'ouvrier. Enveloppez-la d'un petit morceau d'étoffe de soie et portez-la pendant 9 jours et 9 nuits entre chemise et chair, à l'opposite de votre cœur. Le 9e jour, avant le lever du soleil, vous graverez avec un poinçon neuf, en dedans de la bague, le mot Sheva, S-C-H-E-V-A. Vous aurez ensuite 3 cheveux de la personne dont vous voulez être aimé, et vous les accomplirez avec 3 des vôtres, en disant « Ô corps, puisses-tu m'aimer, et que ton dessein réussisse aussi ardemment que le mien, par la vertu efficace, alors oui, parce que c'est marqué efficace, de Sheva. Alors, il faudra nouer ses cheveux en lacs d'amour, de sorte que la bague soit à peu près enlacée dans le milieu des lacs, et l'ayant enveloppée dans l'étoffe de soie, vous la porterez de rechef sur votre cœur autres 6 jours, et le 6e, 7e et le 7e jour, vous dégagerez la bague des lacs d'amour et ferez en sorte de la faire recevoir à la personne aimée. Toute cette opération doit se faire à jeun avant le lever du soleil. Et entre parenthèses, donc on a une petite annotation anonyme, secret merveilleux de la magie naturelle et kabbalistique du petit Albert. Bon, 1722. Alors aujourd'hui, et puis provoquer certaines choses, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose, parce que peut-être que vous allez, en faisant ce genre de choses et en brusquant, vous allez peut-être enlever des opportunités auxquelles vous ne penseriez pas, qui se seraient présentées sans ça. Et puis, bon, là aujourd'hui, on a quand même des enveloppes éthériques qui ont un peu été modifiées, donc de là à aller... juste avec ce genre de choses, il va falloir mettre beaucoup de cœur à cette entreprise, si vous voulez réaliser quelque chose comme ça. Ensuite, on a quelque chose de Jean de la Taille. Il revient, encore lui. Bon. Alors, le diamant est le plus dur, vif et reluisant de toutes les pierres. Il y a donc de toutes ces pierres qui se changent et corrompent le moins par le feu, par le fer, par l'humidité, rouillure, vieillesse et par usage. Je vous rappelle, c'est du vieux François, on va encore s'amuser. Mais il se résout facilement par le sang de bouc, alors lui aussi il y va, et par le coup d'un marteau qui le brise en poudre, quoique plusieurs par inexpérience, entre parenthèses, afin que Yénedier ignorance ayant publié le contraire. Il reçoit sa force et vertu de l'étoile nommée Teste de Méduse, qui est de la nature de Saturne, et de Jupiter, puisque c'est Jupiter bien sûr, mais bon, qui lui donne, entre autres vertus, cette propriété, d'essuyer l'esprit et l'œil de la personne et d'empêcher les frayeurs de nuit. Vous savez quoi? Je vais vous traduire ce passage parce que là, c'est quand même assez complexe. En ce moment, j'ai pas de chance quand même avec mes lectures parce que j'ai des lectures assez compliquées en ce moment. Il reçoit sa force et sa vertu de l'étoile appelée tête de Méduse, qui est de la nature de Saturne et de Jupiter. Parmi ses propriétés, il a notamment celle d'égayer l'esprit et les yeux de la personne qui la porte, et d'empêcher les frayeurs nocturnes lorsqu'elle est attachée au bras gauche et en contact avec la peau. C'est ce que Cardan affirme avoir souvent vérifié par expérience. Lorsqu'elle est réchauffée, elle attire aussi les objets légers comme l'ambre, et elle est très utile aux femmes enceintes. Vous voyez, c'est quand même vachement plus simple. Alors, les amis, pour les autres textes en vieux français, je vais traduire parce que pour moi, c'est quand même plus simple à lire et ce sera plus agréable aussi pour vous. D'accord? On fait comme ça, vous êtes bien d'accord? C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc on va continuer. Là, j'en ai un autre, justement. Donc, c'est parti. Je vous dis, ce truc, c'est génial. Alors, ça y est. Donc là, on a quelque chose signé l'anonyme. Donc, c'est parti. Le diamant s'amollit et se réduit en limaille dans un pilon de fer s'il est broyé dans du sang de bouc. Donc là, c'est pareil, vous avez vu, on revient toujours ça. Alors, vous amusez pas, laissez les animaux tranquilles.
D'ailleurs, on n'a aucune preuve de ça, franchement, scientifiquement parlant aujourd'hui. Donc voilà, au pire, vous prenez un grand steak et puis vite. Mais là, il dit toujours bouc, hein, ça revient sans arrêt. Mais il y avait vache quand même un peu plus haut, il me semble. Mais bon, laissez les bêtes tranquilles. Au pire, oui, vous prenez un steak et puis vous faites ce que vous voulez avec. Vous essayez, mais c'est un peu bon, hein. Franchement. Et puis, est-ce qu'on va le réduire aussi en limaille? Plusieurs ont écrit que si on place un diamant sous la tête d'une femme sans qu'elle le sache, si elle est fidèle à son mari, le diamant fait qu'elle l'embrasse tendrement dans son sommeil. Si elle est adultère ou infidèle, elle se détourne et ressent de l'aversion pour ses étreintes. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de diamant pour ça. On attribue à la poudre de diamant une force si vénéneuse qu'aucun remède ne pourrait neutraliser ou corriger ce poison. C'est l'opinion de Paracelse. Le diamant est réputé efficace contre la peste, les poisons, les sortilèges, les enchantements et les terreurs paniques. En présence d'un poison, il s'humidifie. Il apporte la victoire, la constance et la force d'esprit. Il apaise la colère, renforce l'amour conjugal, et pour cette raison, on l'appelle la pierre précieuse de réconciliation. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vu son prix aujourd'hui, bah oui, tu m'étonnes que ça réconcilie pour certains. Le diamant que portait Aaron, grand prêtre des Hébreux, changeait de couleur. Il devenait sombre et noir lorsque les Hébreux devaient être punis de mort pour leurs fautes. Il prenait une teinte sanglante lorsqu'il allait périr par l'épée. Et lorsqu'un crime n'avait été commis, il brillait et resplendissait de façon extraordinaire. Alors ici, on va avoir notre cher Robert de Berken, toujours en vieux François, et on va avoir un rapport avec la gazidane, autre pierre précieuse qui conçoit et porte 3 mois. Donc là, il va en parler, vous allez voir. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir comme traduction? Parce que là, je peux vous assurer que il va falloir s'accrocher et j'imagine que ça va être tout fluide, vous allez voir. Ruérus raconte qu'une dame possédait 2 diamants enfermés dans son cabinet et que, avec le temps, ces pierres en produisaient d'autres. Ce récit est absurde et ridicule. Je vérifie juste un truc par rapport Ouais, c'est vraiment bien. Parce que regardez, la phrase, c'était Ruérus dit qu'une dame avoua 2 diamants enfermés dans son cabinet, lesquels, au bout d'un temps, en produisaient d'autres. Ce conte est inepte et ridicule. Cette vertu-ci ne lui peut être contestée entre toutes les belles pierres. Bon, on va relire la traduction. Désolée pour ceux qui aiment le vrai François, mais franchement, lu par moi, c'est pas beau. Donc ce qui est intéressant, c'est comme l'histoire. En revanche, on ne peut nier cette qualité. Parmi toutes les pierres précieuses, c'est le diamant qui nous réjouit le plus par son éclat. Et il est l'un des plus beaux de nos ornements. Scaliger, avec de nombreux autres auteurs, affirme qu'il protège contre les poisons, vous avez vu, on le voit souvent ça, hein, la folie et la mélancolie, que porté sur soi, serti dans de l'or ou de l'argent, il empêche l'effet des filtres et breuvages amoureux, et que les démons, c'est-à-dire les incubes ou succubes, même si l'on croit souvent à leur intervention avec trop de crédulité, ne peuvent nuire ni tourmenter celui qui porte un diamant. Vous voyez, ils en parlaient les incubes et les succubes déjà à l'époque. Et ils disent ça de manière quand même assez courante. Hein. Donc, après, ils n'avaient pas... quand il dit, voilà, même si l'on croit souvent à leur intervention avec trop de crédulité. Ben oui, à l'époque, il devait y avoir beaucoup plus de phénomènes de ce type, je pense, ou même des rêves de ce type, parce que, je suis désolée de vous le dire, les amis, mais à l'époque, il n'y avait pas les préservatifs, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas il n'y avait pas l'hygiène, entre guillemets. Donc même, à mon avis, si, ça devait partir un peu dans tous les sens quand même, mais c'était comme peut-être pas autant qu'on croit. Voilà, peut-être pas autant qu'on croit. En plus, il y avait beaucoup de maladies, il y avait quand même pas mal de choses aussi. Donc, à voir. Et donc, il devait y avoir peut-être des refoulements aussi, ce qui induisait peut-être quelques rêves de ce type. D'où son interprétation. C'est ma suggestion, je peux me tromper parfaitement. Comme je vous le dis, ça m'arrive. Hein. Donc, il y a ça. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'il dit ici que ça protège des breuvages amoureux,
des filtres et des breuvages amoureux. Et tout à l'heure, on avait quand même une incantation. Alors, c'était ni un filtre ni un breuvage, mais tout à l'heure, on avait quand même un rituel pour pouvoir faire venir arriver l'amour. Oh là là, il est tard, je suis désolée. Mais pour pouvoir faire en sorte que l'amour arrive. Alors ensuite, on continue. On dit aussi, alors c'est toujours, on est toujours pareil, on est toujours sur cette même lecture de je ne sais plus, excusez-moi, de Robert de Berken. Alors, on dit aussi qu'il inspire le respect envers celui qui le porte et aide à surmonter les chagrins. On croira à ses vertus selon sa propre opinion, car personne ne peut les garantir, forcément. J'ajouterai seulement ce que rapportent les Juifs au sujet du diamant. Aaron, grand prêtre des Israélites, le portait avec l'éphod et la pierre changeait d'éclat selon les circonstances. Lorsqu'il s'agissait de confondre un coupable, elle devenait terne et sombre. Lorsqu'il fallait justifier un innocent, elle brillait et jetait la lumière incomparable plus vive que d'ordinaire. Donc là, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Déjà, donc apparemment, ils ont les mêmes sources. Ensuite, on va voir Kahaniet dans Magie magnétique. Normalement, là, j'ai pas besoin de traduire. Cette pierre est affectionnée par les esprits de lumière, par conséquent, elle met en rapport avec eux et en éclairant l'intelligence de celui qui la porte à cette attention. Elle influe sur l'intelligence, c'est-à-dire elle assainit le cerveau. Bon, bien entendu, ceux qui la portaient, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ça impliquait le respect, tu m'étonnes, un diamant c'est toujours au-dessus, même à l'époque. Après, je me demande à l'époque comment ils faisaient pour distinguer les deux. Aujourd'hui, on a des outils pour ça, alors effectivement, il y a l'éclat, mais par rapport à d'autres pierres très très bien taillées, il devait y avoir des faux aussi, comme aujourd'hui. Ensuite, on va passer sur notre pierre qui s'appelle Dionysias. Cette pierre noire, dure et semée de taches rouges, donne à l'eau dans laquelle on la broie le goût du vin, mais elle a le don de préserver de l'ivresse. Alors, ça c'est signé Plein, on va regarder ce que ça donne. Alors, on va nous proposer jaspe héliotrope, vous savez, elle est vert très très sombre, vert, voire même noire, et moi j'en ai une noire justement, avec des taches rouges, effectivement, maintenant qu'il le dit. Ça fait presque un effet, vous savez, pour ceux qui connaissent, un œil de fer. On s'approche vraiment. Et effectivement, mais en général, elles sont quand même vert sombre. Quand elles sont noires, c'est plutôt rare, avec des taches rouge sang, d'oxyde de fer. Tout à fait, de toute façon, rouge, ce sera l'oxyde de fer. Le jaspe sanguin, d'Afrique ou d'Inde, très dur et poli pour bijoux. Certaines hématites tachetées. Oui, parce que l'hématite, vous savez, c'est de l'oxyde de fer, donc on va avoir une poudre rouge, comme de la rouille, à certains moments, sur l'hématite brute. Et on voit pas forcément sur les hématites polies. Et sinon, il parle aussi de cornaline, mais bon, là, moi, franchement, je pense pas. Ou de cornaline à matrice sombre. C'est-à-dire que, oui, on serait peut-être plus quelque chose, même proche de la sardoine, avec peut-être des taches. Bon, franchement, là, non. Je pense que, d'ailleurs, lui aussi, il conclut, jaspe sanguin ou héliotrope. Alors ici, on va avoir dracontie ou dracontite. Les dracontites ou dracontis se tirent du cerveau des dragons, mais on ne peut en avoir de fines qu'en les enlevant à un dragon vivant, parce que l'envieux reptile, se sentant mourir, leur fait perdre leur beauté. En conséquence, on les lui arrache du cerveau pendant qu'il dort. Et là, il met plein de points d'exclamation et il met ça en biais. Tu m'étonnes qu'il n'y ait plus de dragons. Sotacus, qui a vu une de ces pierres chez un roi, raconte que ceux qui cherchent à s'emparer des dracontites s'avancent sur un char à 2 chevaux, répandent dès qu'ils aperçoivent un dragon de préparation soporifique, puis coupent le cerveau d'un animal endormi. Diaphane et blanche, la dracontite ne peut recevoir de poli et repousse le burin. Alors, ici, on aurait peut-être une chalcédoine verte, jade ou pierre dure verte polie. Donc pierre censée provenir donc de la tête d'un dragon vivant, symbole de puissance et de protection. Ce serait une origine plutôt exotique. Bon, on n'a pas trop d'assimilation parce que là il parle quand même de diaphane et blanche. Alors ça, c'était plus tard parce que
Justement, Plutarque en parlait aussi de la draconite. Justement, en parlant de Plutarque, là on va passer sur la Drimilus, pierre du Drimilus, ou Drimius, ça s'écrit D-R-I-M-Y-2-L-U-S. Près de l'Euphrate, au mont Drimius, se trouve une pierre semblable à la sardoine, on en parlait tout à l'heure, pierre que les rois du pays portent dans l'appareil de leur royauté. Infusée dans l'eau tiède, elle guérit des maux d'yeux, comme le dit Nicias de Malle dans son traité sur les pierres. Alors, sur cette pierre, il n'y a que cette donnée-là, et donc ça va nous donner quoi? Alors ici, il me met tout simplement, comme c'est proche de la sardoine, pour lui c'est une cornaline foncée, voire une calcédoine rouge-brun, voire orangée. Mais a priori, on serait dans la direction cornaline quand même. Allez, on continue encore un petit peu. Élocite. Bon, vous avez compris que là sur le livre, je pense qu'on va avoir quand même plusieurs épisodes. Celui-ci, c'est pas le dernier, et il y en aura encore quelques-uns. Mais on avance. Élocite, pierre précieuse qui a la vertu de calmer les maux de tête. C'est signé Porta. Donc là, pour lui, Élocite, en conclusion, il aurait quand même plutôt une version améthyste. Car elle serait connue depuis l'Antiquité pour justement soulager aussi les maux de tête et apaiser l'esprit. Pourquoi pas? Faut voir. Ensuite, on va voir l'émeraude ou Panthore. Panthore, P-A-N-T-A-U-R-E. La nature de l'émeraude est froide et sèche. Elle a la propriété prise à l'intérieur d'être un antidote contre les poisons, comme le diamant. D'ailleurs, elle fait partie aussi des 4 précieuses. Donc, antidote contre les poisons, les piqûres et les morsures d'animaux venimeux. Si l'on prend de sa limaille la valeur en poids de 8 grains d'orge, elle préserve contre les poisons mortels, empêche la chute de cheveux et l'excoration de la peau. L'habitude de la regarder dissipe les obscurcissements de la vue. Portée comme un collier ou employée comme un anneau, elle prévient les accès d'épilepsie. C'est pour cela que les rois la font porter à leurs enfants dès leur naissance, pour les assurer contre cette maladie. Ça, c'est signé Aristote. On a d'autres données, vous allez voir là sur l'émeraude, il y en a beaucoup. À en croire le charlatanisme des mages, les émeraudes sur lesquelles on grave un aigle ou un scarabée possèdent les mêmes privilèges que les améthystes. Par conséquent, suspendues au cou avec des poils de cynocéphale ou des plumes d'hirondelle, elles repoussent tous les poisons, ouvrent l'entrée du palais des rois, détournent la grêle et les sauterelles. Mais toutefois, il faut, en même temps, réciter une prière que ces charlatans vous apprennent. À quel point les imposteurs infâmes méprisent et jouent l'espèce humaine. Ça, c'est signé Plain. Ensuite, on a Ibn Massoui, médecin arabe. L'émeraude est utile contre les hémorragies et le flux de sang, ça c'est connu ça, porté sur le corps ou prise à l'intérieur. Ensuite, Razès, toujours médecin arabe. Si la vipère la regarde, les yeux lui tombent. Ensuite, Ibn Badja, médecin arabe. Pulvérisée et associée aux médicaments employés contre la teigne rebelle, elles secondent leur action. Ensuite, on va avoir Albert le Grand. Pour aiguiser l'engin d'aucun ou accroître les richesses et prononcer choses futures, prend l'esmaragde, replein et reluisant. Il fait l'homme bien entendre et lui donne bonne mémoire, et si on le tient sur la langue, on prophétisera incontinent. Alors là, les amis, ça mérite une traduction. Allez, on se la fait en français d'aujourd'hui. Pour stimuler l'intelligence de quelqu'un et accroître ses richesses, et pour annoncer des choses à venir, prend une émeraude éclatante et brillante. Elle rend l'homme clairvoyant et lui donne une bonne mémoire. Et si on la tient sur la langue, on prophétise immédiatement. Vous avez vu? On a tout compris d'un coup. Et oui, non, mais attendez, j'ai déjà l'hébreu, j'ai déjà le latin, je dois faire aussi le grec, je vais pas faire encore l'apprentissage du vieux français. Surtout que vous avez vu là, c'est immédiat, c'est très utile, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses un petit peu plus. Alors, on continue avec Cornelius Agrippa. Entre autres, il y a la pierre solaire qui s'appelle Panthora.
entre guillemets, émeraude, qui attire à soi les autres pierres, comme l'aimant fait le fer. Elle est fort efficace contre toutes sortes de poisons, et s'appelle panthère à cause de sa figure, qui est semblable à celle de ce vilain animal, et parce qu'elle est de toutes sortes de couleurs. Alors ce qui est marrant, c'est qu'Agrippa, c'était quand même très ancien, je m'étonnais qu'on n'ait pas des textes un peu particuliers en vieux François. Ensuite, on va avoir cardan. Les pierres iéna et émeraude font connoître les choses futures. Là, vous avez vu, on parle de médiumnité aussi. Bon, là, je vous le passe, on va le traduire pour plus de facilité, si vous voulez bien. Allez, c'est parti. Donc, les pierres hyène et émeraude permettent de connaître les choses futures, ou du moins, c'est ce qu'on dit. Donc, pierre de médiumnité. Car je ne veux pas ici discuter de ce qui agit réellement, mais de ce qui pourrait agir, et pour quelles raisons et comment. En effet, une pierre précieuse portée en anneau, suspendue au cou, ce qui est plus efficace. Vous avez vu? Ils parlent pas de bracelet, mais ils disent bien portée en anneau. En anneau, portée précieuse suspendue. En anneau, pour moi, c'est en anneau au doigt, mais effectivement, en anneau, ils doivent parler de bracelet pour l'époque. Suspendu au cou, donc pour lui, ce serait plus efficace au cou. Après, on est tous différents. Justement, pour venir un petit peu sur ce point, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise et chez qui ça va agir au cou. Il y en a d'autres qui vont avoir les mêmes problématiques. Pour eux, ça fonctionnera mieux sur un bras, c'est-à-dire sur un poignet. Vous savez que je suis un petit peu dans la partie. Et c'est vrai que souvent les gens pensent tout le temps scolaire. Et moi je leur dis souvent, mais pensez comme la cuisine. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre plat, pourquoi, comment, parce que vous le sentez. C'est pas parce qu'il y a écrit sur un bouquin de cuisine qu'il faut mettre 1 kilo de farine dans un gâteau, c'est peut-être juste 200 grammes et ça s'est trompé. Donc, faites-le au ressenti. Si pour vous, à droite, au poignet, c'est mieux, c'est l'essentiel, même si vous avez lu dans un bouquin que c'est à gauche. Même si quelqu'un vous a dit, pour toi, je sens que le mieux, ce serait de porter une pierre autour du cou. Faites ce que vous sentez. Il y a des pierres qui vont être très bien pour certains, d'autres pas du tout. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va adorer l'obsidienne, d'autres, alors je parle pas d'effets secondaires de l'obsidienne, je parle juste quelqu'un justement qui va chercher à avoir ses effets secondaires et puis qui au final va le porter 2-3 heures, puis bizarrement je sais pas, j'ai plus envie de la mettre, je sais pas, j'ai envie de mettre autre chose, ceci. Et c'est instinctif, donc on fait confiance à ses instincts. Voilà, après au cou, au pied, dans le soutien-gorge, au bracelet, dans le bracelet, dans la poche, franchement, chacun fait comme il ressent, voilà. Donc, et puis surtout, si vous faites si vous faites les choses parce que vous l'avez lu quelque part, essayez de comprendre pourquoi. Le faites pas juste parce que quelqu'un vous a dit ou vous l'avez lu quelque part. C'est comme les talismans. Si les talismans, on veut qu'ils soient actifs, il faut les comprendre un minimum. Si vous les comprenez pas, ils seront quasiment pas actifs, en fait. Donc au niveau des pierres, c'est pareil. Faites pas des choses parce que vous l'avez lu quelque part. Faites-le soit par instinct, soit parce que vous comprenez le geste que vous faites. Gardez du bon sens. C'est ça que je veux vous dire. Alors, en effet, donc une pierre précieuse portée en anneau, suspendue au cou, ce qui est plus efficace, ou maintenue sous la langue, ce qui lui permet surtout d'agir, renforce la conviction quant à un événement futur et ôte de l'esprit l'idée d'un événement qui ne doit pas arriver. Les amis, disclaimer, ne mettez pas de pierre sous la langue, ne buvez pas d'eau avec des pierres. Si vous n'êtes pas connaisseur. Il y a des pierres qui comportent des métaux lourds, je le dis là vraiment aujourd'hui, c'est le cas, moi j'ai vu une pyrite totalement oxydée, je vous dis, on met même pas les doigts dessus. C'est pareil, vous avez des pierres qui comportent de l'arsenic, ça peut être le cas de l'or piment, le bumblebee aussi, mais bon, qui est beaucoup moins dangereux parce que on est complètement pétrifié. Il y a des pierres qui comportent... alors, il y en a qui sont interdites en France parce qu'elles sont... vous savez, tout ce qui est uranium, tout ça, il y en a quelques-unes... j'ai pas le nom là, de qui me vient, là, il est trop tard. Mais vous en avez aussi qui ont des matières toxiques, d'accord? Et on a aussi beaucoup de métaux lourds, donc on s'amuse pas si on ne sait pas ce qu'on prend comme pierre à mettre donc sous la bouche ou dans l'eau.
ok, ça c'est un conseil quand même. Donc là il vous dit de mettre sous la langue. Vous voyez, bon une émeraude vous risquez pas grand chose, mais quand même, quoi qu'il en soit, pour n'importe quelle pierre, si vous n'êtes pas connaisseur, si vous ne connaissez pas les compositions chimiques, ne le faites pas. Comme ça, vous êtes tranquille. Je dis ça parce que, voilà, il y a quand même de l'or piment qui circule, n'importe qui peut en avoir. Bon, après, c'est des poudres qui va mettre ça sous sa langue. Mais quand même, c'est de l'arsenic et il faut pas en toucher. Sur l'émeraude, là, ça va, normalement. Mais, par principe, voilà. Ensuite, donc, ça renforce les convictions quant à un événement futur. Bon, en gros, pierre de médiumnité encore une fois. Les pierres précieuses conservées sous la langue peuvent favoriser la divination en augmentant le jugement et la prudence. Or, la divination repose principalement sur le jugement et la prudence, comme je l'ai expliqué dans mes livres de sagesse. Certains affirment avoir constaté par expérience que l'émeraude se brise parfois lors du rapport sexuel. Eh bien, quoi qu'il en soit, l'émeraude est la plus fragile de toutes les pierres précieuses. Oui, c'est une des moins dures. Des 5, toujours on reste dans les 4 précieuses. Une respiration accélérée et la sueur qui survient parfois montre que le corps est fortement échauffé pendant le rapport sexuel. Ah ouais. Et la chaleur s'y imprime davantage, car elle n'est pas dissipée progressivement comme lors de simples excitations. Bu sous forme de poudre, ce que je vous déconseille les amis bien sûr, l'émeraude résiste fortement au poison, car, par nature, elle est plus tendre que toutes les autres pierres précieuses. Puis même, ça va vous coûter cher de dissoudre une émeraude. Après, on a l'émeraude pierreuse. Mais attention, c'est pas tout à fait pareil. La composante chimique de l'émeraude pierreuse n'est pas la même que l'émeraude. Donc dans le commerce, vous pouvez trouver à prix très raisonnable de l'émeraude pierreuse, souvent appelée émeraude. Ce n'est pas exactement la même chose que l'émeraude tout court. Ok. C'est plus, on va dire, comme une racine de l'émeraude. L'abondance de l'humeur qu'elle suscite réjouit l'esprit par sa clarté. Elle est bénéfique à la nature humaine et repousse celle du poison. Et, en tant que pierre, elle conserve une vertu stable, etc. Les amis, s'il y a des personnes gémologues aussi, n'hésitez pas. Alors, j'ai ce cursus également, mais je peux aussi me tromper. Donc, étant donné que je pratique pas sur tout, donc sur tous les éléments qui sont donnés ici. Donc si jamais j'ai fait des erreurs, merci de le préciser gentiment en commentaire, je m'en excuse d'avance. A priori pour moi tout est bon dans ce que je vous donne comme élément supplémentaire, mais si un gémologue passe par là et a une donnée claire et concrète et démontrable, merci de le préciser en commentaire pour que je puisse que les personnes qui écoutent puissent avoir les bonnes infos et corriger l'erreur. Ensuite, donc là a priori ça devrait à peu près passer. Là on va avoir quelque chose de genre de la taille. On va tenter, ça a l'air d'aller. Mais on va voir. La pentor ou émeraude est la plus belle pierre de toutes et de la plus grande force, ayant en soi les couleurs et les vertus des autres pierres, de sorte qu'on ne la saurait assez estimer ni priser. On dit qu'Apollon de Tyane l'a trouvée et que sa grandeur est une noix oéline. Bon écoutez, je suis désolée, je vais retraduire ça. Je reviens parce que là... Oui, quand c'est gens de la taille, il faut vraiment faire traduire. Je crois que je vais le faire régulièrement pour 2-3. Donc la pentor ou émeraude est la plus belle de toutes les pierres et la plus puissante, car elle possède en elle les couleurs et les vertus des autres pierres. On ne peut donc ni assez l'estimer, ni assez la priser. On raconte qu'Apollon de Tyane l'a découverte et que sa taille équivaut à celle d'une noix. Et c'est clair là au moins. Elle est si précieuse que Pline rapporte que Nonius, sénateur romain, fut même envoyé en exil par Marc-Antoine à cause de cette pierre. Ses multiples couleurs proviennent du feu. En résumé, le soleil lui donne tant de puissance qu'elle attire à elle toutes les autres pierres, comme l'aimant attire l'acier, et aucun poison ne peut nuire à celui qui la porte. C'était connu ça. L'émeraude véritable d'un vert pur
est la plus agréable à regarder et la plus bénéfique pour la santé humaine. Mercure, ou l'étoile appelée épi de la Vierge, entre parenthèses Spica, lui transmet sa vertu. Mais elle est si sensible aux accidents et aux dommages causés par le feu, par le contact avec une pierre plus dure, entre parenthèses surtout le diamant, l'acier, le cuivre et même certains corps, que peu de gens osent la porter, la jugeant trop fragile et trop précieuse. On dit même qu'elle se brise souvent lors du combat ou du jeu de Vénus, étant la plus fragile de toutes les pierres. Oui, sur l'ensemble, c'est pas la plus forte en tout cas. Celle qui brille sur les 4 précieuses. Celle qui brille intensément, presque comme le soleil, est admirée plus que toutes les autres. Elle réjouit grandement les yeux, comme le font les belles forêts et les prairies verdoyantes. Elle stimule les songes et les visions, réduit le sommeil, améliore la mémoire, ça on l'a, et résiste fortement au poison. Lorsqu'on la boit en poudre, là il le redit lui aussi, repoussant la nature du venin tout en profitant à celle de l'homme. Plus étonnant encore, elle permet de connaître les choses futures, entre parenthèses, lorsqu'on la porte au cou et qu'on la garde sous la langue. Décidément. C'est-à-dire qu'elle renforce la conviction quant à un événement à venir en faisant que l'esprit le devine comme par un songe. Vous avez vu ça comme c'est bien plus facile. Et je vous dis, vous savez quoi? Eh bien, je vais faire la même chose avec la suite. Au moins, c'est compréhensible parce que vous savez qui suit là? On a Robert de Berken. Et oui, et cette fois-ci, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire et on va le faire en direct. Vous voyez, là, c'est parti. Alors, lui, il nous dit « L'émeraude réjouit la vue et fortifie la mémoire. » Et c'est pour cette raison que, dans la paraphrase hiérosolimitaine, on lui a donné un nom très significatif qui montre clairement qu'elle possède cette propriété. On ajoute qu'elle conserve la chasteté et révèle l'adultère, ne pouvant absolument pas supporter l'impudicité. Autrement, elle se brise d'elle-même en morceaux, comme l'indique Agricola. On dit aussi qu'elle se fend lors de maladies violentes, qu'elle arrête les hémorragies, la dysenterie et les hémorroïdes trop abondantes. C'est des sacrées maladies quand même. Qu'elle rend les personnes agréables, éloquentes et discrètes, bref, qu'elle est bénéfique contre les poisons et qu'elle permet même de prédire l'avenir avec tant d'autres facultés qu'il serait difficile de toutes les croire. Enfin, cette pierre est si agréable que les mages et les astrologues l'attribuent à la déesse Vénus en tant que déesse de la beauté et du plaisir. Alors vous remarquerez que là il dit que la pierre se fend aussi quand il y a une maladie grave, donc comment distinguer si c'est un adultère ou une maladie grave? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des maladies graves qu'on ne voit pas directement. Alors, pour le Vénus, il nous met une petite annotation. Cela ne s'accorde guère avec la haine que manifesterait l'émeraude pour les travaux qui sont du ressort de la blonde Vénus. Ouais. Ensuite, on a l'anonyme, mise en poudre et bu. Elle arrête la dysenterie, elle empêche le mal caduc et, lorsque le mal est trop fort, l'émeraude se brise. Elle est sujette à être endommagée par l'attouchement des autres pierres précieuses. La belle émeraude se rompt, incontinent dans la défloration des vierges. Oh. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, je vous ai lu du François, j'avais un petit peu la flemme de faire la conversion, et c'était un tout petit texte. Donc là, je vais vous traduire cette dernière phrase, parce que les belles émeraudes se brisent immédiatement lors de la défloration des vierges. Ouais, super. Et pour les hommes, ça fonctionne comment? Bon. Colin de Plancy. Là, normalement, c'est plus facile. Les peuples de la vallée de Manta, au Pérou, adoraient une émeraude grosse comme un œuf d'autruche. Waouh! Et ils lui offraient d'autres émeraudes. Voilà, c'est tout ce qu'il met. Entre parenthèses, Colin de Plancy, Dictionnaire des sciences occultes, 1846. Cagnet, normalement lui c'est bon.
L'émeraude est recherchée par les esprits voyants et met en rapport avec eux. J'entends par esprit voyant des esprits dégagés de la matière qui, comme sur la terre, sont voyants dans leur état spirituel. Ils peuvent influer sur ceux qui portent leur pierre favorite. En outre, l'émeraude éclaire, nettoie, renforce le globe de l'œil matériel. Alors le globe de l'œil matériel, il l'a mis en biais en plus. Elle met en rapport avec des esprits ou plusieurs sociétés affectionnant différentes études et cependant réunies en une société. Elle met en rapport avec des esprits de plusieurs sociétés affectionnant différentes études et cependant réunies en une société. Donc Kahanieh, il met magie magnétique en 1858. Ça c'est intéressant, ce serait bien à lire aussi. Alors, on va avoir Hermès Trismégiste, l'Enanthus. L'Enanthus est une pierre multicolore, essentiellement érotique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose, encore une fois? Eh oui, on a ici l'opale. Bah oui, l'opale noble, pierre naturellement multicolore et historiquement associée à l'amour et au désir. Vous savez qu'on avait des bagues de fiançailles en opale, qui étaient un calvaire pour les bijoutiers, parce que si vous avez une chauffe un peu trop forte, l'opale, elle pète. Donc à monter, c'était vraiment un vrai calvaire. Et c'est dans les années 50 qu'on a dit qu'elle portait malheur. Et on n'a plus revu l'opale monter. Et il se trouve que c'est bien dommage. Mais on en trouve bien sûr dans les autres pays, mais en France, c'est tout simplement que les femmes commençaient également à divorcer à cette époque. Ça a commencé à arriver après, dans les années 60, autres. Et c'est pour ça que cette bague qui était offerte en fiançailles a commencé à porter malheur, donc pour plusieurs raisons. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à indiquer. Alors là, on a l'héphestite. C'est une pierre gravée sur laquelle se trouve la figure de Vulcain. Elle guérit la néphrite et la pierre. Hermès Trismégiste. Alors, qu'est-ce? Oui, alors, ok, moi j'aurais dit un peu pareil, donc correspond probablement à une jadéite ou néphrite, variété de jade, pierre traditionnellement utilisée contre les affections rénales et les calculs. Donc, ensuite, érotile, vous voyez, amphicome, ça veut dire qu'on les a fait déjà avant. Escarboucle ou rubis. On va en avoir pour un petit moment, vous avez vu, vous l'avez tout de suite, ça c'est chouette, on avance quand même un petit peu. Cette pierre est ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec la flamme, dont elle ne ressent d'ailleurs pas les atteintes, ce qui l'a fait appeler acauste par quelques auteurs. Il y en a une douzaine d'espèces. Une douzaine d'espèces. Rien de plus difficile que de distinguer parfaitement ces pierres, tant l'art y a d'occasions de fraude. Alors je pense que oui, c'est écrit comme ça, je suis désolée les amis, tant l'art y a d'occasions de fraude, tant il y a de fraude, à l'aide de feuilles que l'on applique à leur surface, inférieure sans doute, et à travers lesquelles passe leur feu. On dit que les Éthiopiens les font luire en les tenant 14 jours dans du vinaigre et qu'ensuite leur éclat subsiste pendant 14 mois. Bon, la falsification des pierres, ça existe depuis toujours, les amis. La coloration des pierres, c'est pareil. Les Romains avaient des agates teintées, je crois que j'en ai déjà parlé, et c'est des signes d'abondance, prospérité et chance. Donc, on en a toujours eu. Donc, la volonté de faire passer une pierre, c'était toujours le cas. On rappellera aussi ici que le rubis est de la même famille que le saphir dans la mesure où ce sont des corindons. Seulement, il y en a un c'est de couleur rouge, donc plutôt, et l'autre de couleur bleue. Sachant que on peut avoir plusieurs types de rubis, comme on peut avoir plusieurs types de saphirs. Il y a des saphirs qui sont aussi très noirs, il y a des saphirs qui sont légèrement orangés aussi. Alors, c'est le Pachamama et je crois que c'est un saphir, oui c'est ça il me semble. Alors autant pour moi, vous voyez je vous dis des fois des bêtises, le saphir orange, donc qui existe bien, et c'est bien le saphir Patparaja. À chaque fois je dis Pachamama, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'en fait il y a des rubis aussi Pachamama. Mais le saphir Patparaja, donc qui est caractérisé par une tonalité donc rosée orangée, claire, avec des zones brunes. Sachant que vous avez aussi des saphirs légèrement verts, j'ai vu, et jaunes. Voilà, comme ça vous saurez des choses sur le saphir.
Donc on passe maintenant à Cardan. Le propre de l'escarboucle, donc toujours rubis, est d'exciter l'esprit et de le rendre joyeux, car les couleurs délectent les esprits. Et son utilité est cachée quand elle est vicieuse ou petite, et que celui qui la porte est inconstant comme un enfant, ou qu'il est veillé de grands soins, comme les princes et les sages. Allez, c'est parti pour la traduction, les amis. J'aurais dû le faire avant. Je sais, j'abuse. C'est parti. La particularité de l'escarboucle est de stimuler l'esprit et de rendre joyeux, car les couleurs réjouissent l'âme. Son utilité reste cachée lorsqu'elle est de mauvaise qualité ou de petite taille, et lorsque celui qui la porte est inconstant comme un enfant ou accablé de grandes préoccupations, comme le sont les princes et les sages. Vous voyez, c'est très bien la traduction parce qu'on comprend quand même plus de choses, ça a plus de sens. Voilà. Ensuite, on va avoir Jean de la Taille. Alors, Jean de la Taille. Là, c'est traduit aussi directement. Il existe 3 sortes d'escarboucles. La plus précieuse est appelée en grec pyrope, c'est-à-dire visage ou couleur de feu. Elle possède la vertu du soleil, elle brille dans l'obscurité et protège contre le poison. Encore une fois, sur les 4 précieuses, c'est toujours... là, on les a toutes vues, diamant, saphir, rubis et émeraude. On a vu de notre temps un roi des Indes posséder les escarboucles de cette qualité, si belles et si grandes qu'on les voyait rayonner dans l'ombre, comme s'il était entouré des rayons du soleil. Cet escarboucle supporte le feu pendant 5 jours, sans subir la moindre altération, tout comme le grenat ou le rubis. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que on parle d'escarboucle et rubis. Donc bon. La deuxième espèce d'escarboucle brille aussi dans l'obscurité, mais seulement lorsque de l'eau est versée dessus et qu'elle est placée dans un récipient noir et luisant. La troisième espèce est de moindre valeur, sa clarté n'apparaît que sous une autre lumière. La propriété de l'escarboucle est d'éveiller et d'égayer l'esprit car les couleurs réjouissent l'âme, mais sa vertu, pourtant utile, est grandement réduite lorsqu'elle est de mauvaise qualité ou de petite taille, ou lorsque celui qui la porte est fantasque ou inconstant comme un enfant, ou accablé d'un trop grand souci. Donc vous voyez, il dit la même chose. Sur la suite, là on va pouvoir le lire, c'était Robert de Berken, mais non, on va quand même faire une petite traduction. Alors ici, juste avant, je tiens à préciser, j'ai quand même vérifié cette histoire d'escarboucle. Donc là, a priori, ce serait quand même, puisqu'on parle de 3 types, et on aurait le fameux grenat pyrope, le grenat almandin, donc grenat rhodolite, ou grenat grossulaire. Donc ça serait plutôt finalement plus du grenat ici. Donc à voir si on aura une fiche rubis quand même à part. Mais a priori, ça correspond quand même à ce qu'il est en train de dire. Voilà, c'était pour dire ça. Alors, on revient sur le texte de Robert de Berken. Alors, ça va nous donner quoi ? Vous allez voir, c'est assez facile. Elle ne manque pas de vertu, ne serait-ce que celle d'arrêter les inflammations et les écoulements des yeux, vertu que lui attribue Phébus. Et Élienne, dans le 8e livre de son Histoire des animaux, a voulu en dire bien d'autres à travers cette seule histoire. Celle d'une cigogne qui laissa tomber dans le sein d'une femme nommée Héraclès une escarboucle en reconnaissance de ce que, auparavant, cette femme l'avait guérie d'une cuisse cassée. Voilà. Donc c'est ce que nous dit Berken. Ensuite, on a une autre pierre. Alors vous voyez par contre, rubis, grenat. Donc on va voir. On va voir le rubis. Il se trouve que on va avoir rubis et grenat. Là, on a escarboucle et grenat. On peut avoir un complément après. Eumès. L'eumès naît à Bactre et ressemble au silex. Placée sous le chevet, elle procure des rêves que l'on peut considérer comme des oracles. Qu'est-ce cette pierre magique ? Alors ici on dit, peut-être l'eumès pourrait correspondre aujourd'hui à un silex ou une chalcédoine locale de Bactriane, entre parenthèses, actuel Afghanistan, Tadjikistan, utilisée comme pierre onirique et divinatoire.
Donc un silex ou une calcédoine. Alors une calcédoine d'Afghanistan ou de Tadjikistan. Ok. Alors là, on va venir sur galakide, galactite ou garakide. Et là, on a beaucoup de choses. Donc je vais déjà voir ce que c'est comme type de pierre. D'accord ? Alors, ici, ce serait a priori probablement soit de la calcite blanche. Vous savez que les calcites, il y a les calcites ailes d'ange, il y a les calcites pot-de-corne, il y a les calcites aussi qui sont très translucides en pic, qui ressemblent à du cristal mais avec une formation calcite. Donc qui peuvent être laiteuses. Donc là, les laiteuses, c'est plutôt les pop-corn, justement, les anges. Et puis par contre, on en a d'autres en pointe, voilà, qui peuvent être des stalactites de calcite avec un aspect laiteux, mais parfois aussi translucide. Donc ils pensent à ça, ils pensent aussi peut-être à une agate blanche ou une chrysoprase veinée de blanc. Lorsqu'on parle de galactite émeraude, c'est son idée. Donc il les a choisis par aspect. On va en savoir un petit peu plus. Alors, la galakide vient du Nil. Sa couleur est celle du lait. On l'appelle encore leucogée, leucographias, cynophyte. Pilée, elle a l'aspect et le goût laiteux. Elle donne aux nourrices beaucoup de lait. Attachée au cou des enfants, elle produit chez eux beaucoup de salive. Tenue dans la bouche, elle se fond. Il y a un côté sel, hein. Il y a un côté sel pétrifié ou sel quand même. Hein. Calcite, je sais pas trop. On dit qu'elle fait perdre la mémoire. Ouais. Le sel de terre, les amis. Vous savez, j'en avais parlé avec l'histoire du crétin des Alpes. Voilà. Donc là, ensuite on en tire aussi donc du fleuve d'Achélaïs. L'émeraude aux veines blanches porte chez certains auteurs le nom de galactite. Ok. On a la suite avec Porta. La galakide est une sorte de pierre noirâtre, alors c'est noir, qui garantit des mouches et des insectes. Mise dans la bouche, elle fait découvrir le secret des autres. Vous voyez, hein, il prenait enfin, tout était mélangé. Alors, là, on va se tenter, c'est qui écrit Orphée. Orphée, ça devrait aller. Cette pierre est pleine de lait divin, comme la gorge d'une jeune fille qui a conçu pour la première fois, ou comme la mamelle d'une vache féconde. Les anciens l'ont appelée diamant royal, parce qu'elle fléchit l'esprit des dieux, de telle sorte qu'honorés par des sacrifices, ils veulent bien avoir pitié des mortels. Ils l'ont aussi appelée l'été, parce que toujours elle a fait oublier aux mortels et aux immortels les maux qu'ils ont soufferts, parce qu'elle adoucit l'esprit et qu'elle fait concevoir des pensées agréables. D'autres ont pensé qu'il était préférable d'appeler cette pierre galactite, parce que si on la brise, il coule de l'intérieur une moelle blanche, parfaitement semblable à du lait. Quand tu verras les mamelles de tes brebis diminuées et pendantes, que feras-tu? Quand tes boucs, pour lesquels tu as souvent adressé des prières aux dieux afin qu'ils échappassent aux bêtes féroces, seront devant toi, tristes et abattus, et que, maigris, ils pousseront dans l'étable un long gémissement, alors fais laver les mères qui sont malades dans les gouffres des noires fontaines. Dans les gouffres des noires fontaines. Puis tu les purgeras, les unes après les autres, en mêlant de la poudre de galactique avec de la saumure. Tu passeras à travers tout le troupeau de chèvres, et tu verseras de ce mélange sur le dos touffu et fertile de chacune d'elles. Aussitôt, elles deviendront toutes plus fortes et plus joyeuses, et elles donneront un lait abondant à leurs jeunes nourrissons. Ceux-ci, rassasiés et à ces fécondes mamelles, sauteront de bonheur sous le ventre de leur mère. Offre aussi à la jeune mère une douce boisson où sera mêlée la galactite, afin qu'elle reporte à son berceau son jeune enfant nourri des trésors de son sein.
Si la nourrice pend une de ces pierres au cou de son jeune élève, elle éloignera de lui la terrible mégère. Les rois vénérables et les nombreuses nations vous honorent de même si vous portez cette pierre dans votre main. C'est signé Orphée les pierres. Je vous en fais quatre dernières juste avant le grenat et après on s'arrête parce que vous avez constaté, je suis un peu fatiguée. Mais c'est parti. Donc on a la gassidane. La gassidane se trouve en Médie. Elle a la couleur de l'orobe et est comme semée de fleurs. Arbel aussi en fournit. On dit que cette pierre conçoit, entre parenthèses, comme d'aucuns le disent du diamant, et qu'un bruit qu'elle fait entendre quand on l'agite révèle le fait. Cet état dure 3 mois. Vous savez, c'est assez dur en fait à lire ce livre. C'est pas écrit fluide. Donc gassigane, on va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est comme pierre? Bon, là, on serait plutôt sur un jaspe ou sur une agate. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Ensuite, on va avoir le gédi. Le gédi change d'air, il excite les pluies, les vents et les nuages. On ne connaît plus la forme de cette pierre. Bon, ça c'est Porta. Donc sur Porta, on va avoir quoi? Alors ici, on aura plutôt une pierre météorologique rituelle, une pierre de foudre, ou plutôt une magnétite. Voilà. Ce serait justement pour peut-être appeler la pluie et le vent lors de ces températures. Ensuite, le glossopètre. La glossopètre a l'aspect d'une langue humaine. Ce n'est pas sur la terre qu'elle prend naissance, elle tombe du ciel pendant les éclipses de lune. Elle augmente la mémoire, mais comment croire à cette vertu quand on sait combien est imaginaire celle d'arrêter les vents qu'on lui attribue aussi? Alors ça, moi j'ai ma petite idée, je me demande si c'est pas la moldavite, parce que ils disent quand même qu'elle tombe du ciel. Donc je serais curieuse de voir ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Et alors là, ce serait plutôt dans fossiles de requins apparemment aujourd'hui. Souvent se trouve dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on croyait que ces pierres de langue tombaient du ciel lors des éclipses, alors qu'elles proviennent en réalité des sédiments marins contenant des dents fossilisées. Ah bah j'étais carrément loin du compte. Bah, heureusement que j'ai vérifié ça. Alors, jaunier ou gonier. Donc l'agonie, suivant l'assertion mensongère des mages, accélère quand on la possède le châtiment des ennemis. Donc là, ça augmente un petit peu quand vous n'êtes pas content et que vous lancez des petites choses. Et là, ce serait plutôt donc une pierre magique symbolique. Voilà, un talisman rituel. Peut-être éventuellement du cristal, du quartz. Donc il parlait cristal anguleux. Ou alors quartz, grenat ou spinel. Ensuite on va avoir la gorgonie. Pas loin de la gorgone. Donc pour la gorgonie, qu'est-ce qu'on va voir? La gorgonie correspond aujourd'hui au corail rouge très dur, apprécié dans l'Antiquité pour ses usages ornementaux et ses vertus protectrices contre les tempêtes et les dangers marins. Dites donc, je mets au défi celui qui est en train de lire ce bouquin sans avoir toutes ces informations-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la gorgonie? Alors, la gorgonie n'est autre chose que du corail très dur, circonstance qui lui vaut un nom particulier. Il désarme le courroux des flots, et résiste aux foudres des typhons. C'est signé Plain. Allez, je vous fais le grenat pour finir. Le grenat, cette pierre aide aux accouchements. Hermès Trismégiste. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on va avoir l'anonyme. La poudre de grenat dessèche notablement, étant pendue au col ou... Oh, il va falloir que je traduise ça aussi. C'est du vieux François. Alors, on va voir ce qu'il nous raconte. Alors pour le vieux François, ça va donner la poudre de grenat dessèche considérablement, qu'elle soit portée au cou ou bue. Elle protège aussi contre la tristesse. Vous voyez, on était loin du compte. Voilà. Et on a aussi, dans l'aide aux accouchements pour le grenat, on a aussi grammatias. C'est-à-dire qu'elle était aussi énoncée dans ce genre de cas. Après, ils disent, voyez, jaspe. Alors faut voir parce que le grenat est un système cubique comme le diamant et absolument pas le jaspe en tout cas.
Ils sont assez rares à avoir un système cubique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette partie, on va s'arrêter là. On a quand même bien avancé, rassurez-vous. Et voilà, ça sera assez complexe sur les prochaines vidéos, j'imagine. Mais j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. Et je vous dis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à vous abonner si vous avez aimé aussi, si vous voulez la suite dans la playlist. Parce que je ne la fais pas toutes les semaines, cette vidéo-là, c'est trop compliqué. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Vraiment merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Merci à ceux qui me suivent régulièrement. Merci pour vos petits commentaires. C'est toujours agréable. Ceux que je lis et je ne parle pas assez de vous, mais merci à vous. Merci pour vos messages par mail. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.